Salut à tous, c'est Adrien, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast NBA Dunk Hebdo. Un épisode un peu spécial aujourd'hui. Ben vous l'a teasé dans l'épisode sur le play-in il y a quelques jours. On vous a prévu un nouveau format pour notre preview des playoffs NBA 2022. Mais avant de rentrer dans les détails, dans le vif du sujet, on va accueillir toute la bande de joyeux lurons pour aujourd'hui. On va être nombreux. Donc tout d'abord, Ben, bien sûr, qui va m'accompagner aujourd'hui. Comment ça va, Ben? Français, Dunkebdien, bonjour. Ça va très bien, Adrien. Et ensuite, évidemment, nous avons ceux qui sont sur YouTube, les voix, 4 autres membres du podcast aujourd'hui. Alan, Ilias, Madiane et Tom. Comment ça va, les gars, de manière collégiale? Ça va super bien. Alors pourquoi autant de monde? C'est la question évidemment, parce que donc pour cette année 2022 un peu particulière chez nous en France, on a décidé de vous faire nos previews de playoffs à la manière d'un débat de présidentiel. Alors rassurez-vous, on va quand même parler basket, mais donc sous forme d'un espèce de débat de grand oral comme on dit, avec donc nos membres du podcast qui vont représenter chacun un favori pour le titre de cette année. Donc avant de lancer ce format, on vous remercie bien sûr d'être toujours aussi nombreux à nous suivre et même de plus en plus nombreux, que ce soit sur les plateformes de podcast, sur Acast maintenant, sur YouTube également. Et c'est peut-être l'épisode à voir sur YouTube, je vous préviens. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Twitter. Et puis, on va maintenant se glisser dans nos rôles respectifs. Vous allez tout comprendre. Ben et moi en duo, Gilles Boulot, Anne-Sophie Lapix. Donc, Ben, on dit ça? On dit ça, ouais. On dit ça. Et puis, du coup, Alan, Ilias, Madiane et Tom en candidat. C'est parti. C'est un nouveau podcast Dunk Hebdo. C'est la preview des playoffs NBA 2022. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour Ben. Bonjour Adrien. Nous sommes donc à 2 mois du dénouement de la saison NBA 2021-2022 et pour la première fois, les principaux candidats au titre ont accepté de débattre ce soir. Ils vont tenter de vous convaincre qu'ils ont toutes les qualités pour devenir champions NBA, mais ils vont aussi devoir confronter leurs projets respectifs. Donc pour cette première partie d'émission, nous irons tout d'abord du côté Est. Nous accueillerons Ilias pour le Miami Heat, Madiane pour les Nets. Nous aurons également Alan pour les Celtics et Tom pour les champions sortants que sont les Milwaukee Bucks. Donc prenez place messieurs, bienvenue dans ce grand débat des playoffs NBA. Alors nous sommes ravis de vous accueillir, mais vous n'aurez pas pour autant carte blanche, n'est-ce pas Ben? Il y a un format. Il y a un format à respecter, 3 thèmes que nous avons ficelés avec les Dunkebdiens et les Dunkebdiennes. Un premier à propos de la saison régulière, votre parcours, votre campagne, comment êtes-vous en arrivé là? Et puis votre profil, pourquoi votre équipe pourra gagner ce titre et nous pas une autre? Et enfin, la concurrence. Pourquoi vous, face aux Dunkebdiens, qu'est-ce que vous avez de plus, ce petit plus? On dit souvent que c'est une rencontre d'un homme et d'un peuple. Aujourd'hui, ce sera la rencontre d'un homme, d'une franchise et d'un podcast. À vous, Adrien. Très bien, donc pour débuter notre émission du jour, on va accueillir Ilias qui représente le Heat. Le Miami Heat qui, après avoir atteint les finales NBA en 2020, a été éliminé au premier tour l'année dernière en 2021 face aux futurs champions des Milwaukee Bucks. Aujourd'hui, on vous retrouve à la première place de la conférence Est avec 53 victoires pour 29 défaites, une campagne prometteuse donc on peut le dire. Mais est-ce que vous ne craignez pas d'être un peu trahi par ces sondages, d'être trop confiant à l'approche de cette échéance finale, Ilias? Pas vraiment, Adrien, pour la simple et bonne raison qu'on a entamé la campagne avec pas mal de sérénité, mais aussi beaucoup d'ambition avec mon parti floridien. Et du coup, on est face à une franchise, qui est sur un rythme de croisière plutôt croissant, qui, comme tu l'as rappelé, a fait une finale NBA il y a 2 ans, qui a évidemment pâti aussi de cette finale après cette période de bulle, tout comme le finaliste et le champion de cette année-là que sont les Lakers. Et redémarrer cette saison, par exemple, avec le fait d'ajouter un deuxième porteur de balle expérimenté et déjà champion NBA comme Kyle Lowry, et évidemment aussi en allant shipper à un autre parti, celui du Wisconsin, un joueur comme PJ Tucker, c'est plutôt une belle entrée en matière. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que on est sur la configuration d'un Heat de Miami qui arrive à, on va dire, faire sa saison en sécurisant une première place, tout en ayant eu pas mal d'obstacles et de blessures pendant la saison. On a par exemple des joueurs comme Bam et comme Jimmy Butler qui ont raté 26 et 27 matchs. Tyler Hero a raté des matchs. Kyle Lowry a raté 19 matchs.
Et malgré cela, de par le coaching de Spoelstra, l'assise des joueurs qui étaient déjà là en place et le fait de faire un peu comme à l'habitude du Heat de Miami, c'est-à-dire révéler de nouveaux joueurs qui vont non pas uniquement être que des porteurs d'eau, mais qui vont aussi être des vrais acteurs de cette saison. On a pu voir justement que toutes les blessures ont pu être palliées et finalement là où les différents autres parties pouvaient se prendre les pieds dans le tapis, et de notre côté, en tout cas à Miami, on a pu mener notre barque et arriver à une semaine des playoffs en ayant validé la première place à l'Est, qui évidemment va nous donner l'avantage du terrain jusqu'à la finale NBA. Je me permets, cher Adrien, est-ce que vous qualifierez donc cette saison comme plus facile, cette campagne comme plus facile que celle de la saison dernière, selon vous? Complètement. Pour la simple et bonne raison que tu as rajouté de l'expérience et à la fois du talent. Et disons que tu peux aussi à la fois t'appuyer sur deux aspects principaux qui peuvent faire de toi un candidat légitime et sérieux pour un titre, que sont justement la défense et le spacing. C'est-à-dire que par exemple de son côté, Miami cette année peut aussi bien défendre la périphérie que la raquette. C'est-à-dire que c'est la deuxième équipe la plus forte pour pouvoir défendre le tir à 3 points, et de l'autre côté c'est l'équipe aussi qui encaisse le moins de points dans la raquette, ce qui en vue d'une campagne de play-off et on va dire d'une épopée vers le titre sont des éléments indispensables. Tout à fait. Du coup, nous allons pouvoir un peu enchaîner, puisque effectivement, on a pu faire le bilan de cette campagne qui vous a amené en tant que favori, en tout cas à la première place de la conférence. L'étape d'après, c'est bien sûr celle des playoffs, celle qui permet d'arriver à ce titre NBA. Et souvent, ce qui vous a été reproché ces dernières années, c'est plutôt d'avoir justement un collectif très fort, vous l'avez souligné, mais peut-être moins cette grande star, ce meilleur joueur qui vous amènerait au bout. Est-ce que vous pensez que l'ajout de Kyle Lowry vient compenser cette faiblesse qui peut être pointée du doigt par vos adversaires et par les Dunkebiens et Dunkebiennes? Effectivement, on est une équipe qui peut disposer, on va dire, de joueurs, peut-être de 2 joueurs en la personne de Bam et de Jimmy Butler, qui peuvent être en tout cas dans la deuxième partie de notre DH20. On n'en a pas un seul qui peut être top 10, mais on va dire que dans tout le reste de l'équipe qui constitue notre effectif, on va dire qu'un peu à l'image d'équipes comme Dallas ou les Suns, on va pouvoir peut-être bénéficier de ce qui se fait de mieux en matière de role player. Et c'est ce qui, on va dire, peut venir en tout cas compenser aussi par un collectif sublimé par potentiellement le meilleur coach de la NBA, ou en tout cas de sa conférence, comme Erik Spoelstra, et qui peut peut-être nous permettre de combler ce déficit et ce manque de starification, on va dire. Je vous propose, Adrien, de continuer avec la suite des candidats. Mais tout à fait. Dans le format de notre émission aujourd'hui, vous n'êtes pas seul, Ilias, ici. Chaque candidat pourra développer sa candidature, tout simplement, mais aussi poser des questions. Donc, je vais donner la parole à vos concurrents aujourd'hui, et je me tourne tout d'abord vers Madiane, qui représente les Nets. Madiane, est-ce que vous avez des questions à poser au candidat représentant le Miami Heat? Pas tellement, je trouve qu'il a tout avoué. N'ayant aucun joueur dans la première partie du DH20, sa candidature, pour moi, est désormais, de son propre aveu, caduque. Et j'ai hâte de voir comment il pourrait me défendre cet aspect-là, sans joueur dans le top 10, voire le top 5, pour moi, ce n'est pas du calibre d'un vainqueur de la NBA. Alors, je tiens à rebondir sur cette attaque très habilement placée en lui disant que la configuration actuelle de notre équipe nous a quand même permis de battre la vôtre 3-1 lors de la saison régulière. Certes, ce n'est pas une fin en soi, mais ça nous donne quand même des indications, notamment en matière de match-up. On peut dire que s'il y a bien... On peut dire que vous êtes une équipe de ces saisons régulières, tout à fait. Je ne pense pas. Messieurs, gardons la tenue du débat et allons du côté de certaines autres équipes, et je vais, si vous me le permettez, cher... Tout à fait, bien sûr. Je vais lancer Alan, ici présent, représentant des Boston Celtics. Parlez-nous un petit peu de votre saison régulière. On sait que ça a été une campagne difficile, semée d'embûches, mais les sondages nous annoncent très fort. Vous ne seriez peut-être pas présent dans ce débat il y a quelques semaines, mais au vu le jeu des sondages vous a fait, je ne vous permets pas de me couper. Le jeu des sondages vous a amené ici. Alors, quel est ce bilan de cette saison régulière?
Je n'ai déjà merci à tous pour de m'avoir invité. Je n'ai personnellement, et nous avons dans Massachusetts jamais vraiment cru au sondage tout au long de cette campagne. Nous avons cru dans notre projet. Le projet qui a été une refonte d'une équipe qui avait quand même, je le rappelle, été une des meilleures équipes de la fin de la décennie 2010 avec plusieurs campagnes de playoffs qui s'étaient achevées par des finales de conférence. Nous n'avions jamais vraiment réussi à passer l'étape supplémentaire, convaincre vraiment LeBron James de nous laisser aller en finale NBA. Parlons du présent, monsieur. Parlons du présent. Et il faut toujours apprendre des erreurs du passé pour aller dans le futur, monsieur. Ce que vous avez fait d'ailleurs du côté du Wisconsin. Et donc, il y a une refonte. Il y a eu philosophiquement beaucoup de nouvelles choses faites de notre équipe. Il y a eu de la confiance donnée à des jeunes talents de notre partie. Pas été dans ce pas chercher des vieilles pièces ajoutées qui étaient un petit peu. On a fait confiance aux jeunes qu'on a développés. Ça a été difficile. Il y a eu un projet qui s'est mis en place au fur et à mesure de l'année, mais je pense que il y a une maturation dans le projet Celtics qui est là depuis le 2022, que ce soit offensivement ou défensivement. C'est l'élite NBA. On se place dans l'élite NBA, même sur l'attaque de demi-terrain, même sur des aspects défensifs qu'on aurait pu penser un petit peu plus faibles dans le projet Celtics, qui pouvait être par moment le rebond ou des choses comme ça. C'est vrai que rapatrier à Horford, avoir fait de plus en plus confiance à Robert Williams, avoir des joueurs grands comme Tatum, Brown, ça aide. Et je pense que sur le premier tour des playoffs et le premier match qu'on a vu hier, c'est quelque chose qui a vraiment pesé. Et puis je pense qu'il faut saluer aussi le choix et le travail du coaching staff. C'est pas facile pour un coaching staff de toujours arriver dans une franchise avec des ambitions et de performer tout de suite. Il n'y a souvent pas droit à l'erreur, et pour une équipe en plus qui change historiquement pas trop de coach dernièrement. Et je trouve que c'est une belle victoire d'Ime Udoka et de son staff qui doivent vraiment être applaudis là-dessus, parce que ils ont réussi à inculquer quelque chose, de la confiance aux joueurs, de la confiance dans un système, dans un projet. Et je pense que l'équipe arrive peut-être pas à son pic de maturation ni de forme, mais elle arrive avec des prédispositions à faire peur à tout le monde. Vous n'êtes donc pas le candidat qu'il faut élire dans cette élection, mais dans l'élection la prochaine. Je suis le candidat qui a le plus de potentiel dans la prochaine élection. Et dans celle-ci, j'ai envie de jouer les troubles faits. Parce qu'effectivement, vous avez insisté sur la continuité au sein de votre effectif avec ces profils bien connus de vos supporters, hein, bien sûr, mais parfois qui ont été critiqués, qui ont vu un plafond de verre, comme on peut dire, sur ces dernières campagnes. Est-ce que vous pensez qu'effectivement la dynamique de cette fin de saison peut continuer, et qu'est-ce que vous ne craignez pas de retomber dans certains travers avec certains profils parfois qui ont été critiqués par les Dunkebiens et les Dunkebdiennes? De qui parlez-vous? Je pense par exemple aux prises de décision d'un Marcus Smart ou peut-être, je sais pas, la surdépendance au shotmaking de votre franchise player, comme on l'appelle, Jason Tatum, ce genre de choses qui s'était déjà vu précédemment. Alors effectivement, il semble y avoir une maturité qui se dégage. Vous l'avez bien souligné. Est-ce que vous pensez qu'elle sera suffisante? Est-ce que vous pensez pas qu'il y a encore une fois un effet feu de paille? Évidemment, ce sont des questions qu'on a eues en interne et dont on a discuté avec l'ensemble du comité exécutif des Boston Celtics. Ce qui est sûr, c'est que il y a un niveau de maturité des deux meilleurs joueurs de l'équipe, des deux stars, qui n'étaient quand même que dans leur contrat rookie ou qui sortaient juste à peu près du contrat rookie au moment où on avait ces grandes joutes de playoffs, que ça pouvait être dans la bulle, ça pouvait être ça pouvait être ces joueurs-là, donc Jason Tatum et Jaylen Brown, maintenant c'est la 5e, 6e année dans la ligue, c'est plus les joueurs de contrat rookie, et on le voit, il y a moins d'erreurs, il y a plus de bons choix, plus de maturité. Les choix de Marcus Smart, c'est vrai que on a toujours des troubles faits dans son parti, des gens qui sont qui peuvent un petit peu sur un plateau télé par moment faire un petit peu couler de l'encre, mais on prend le bon et le mauvais avec ce genre de personnage. Et je pense que surtout la prise de décision et l'amélioration du playmaking de Jason Tatum est une chose qui peut amener Boston à être de plus en plus dangereux et qui peut un petit peu faire
cesser les doutes sur le niveau de playmaking. Si Marcus Smart a moins la balle en playoff pour prendre des décisions, c'est sans doute une bonne chose, et c'est sans doute une bonne chose parce que d'autres à côté auront eu la possibilité de prendre des décisions. On va lancer le président sortant dans peu de temps, cher Adrien, mais je pense qu'on reviendra sur l'insistance du côté Celtics à nous dresser une équipe meilleure qu'elle ne l'était, mais qui tombe un petit peu à côté du sujet, celle du titre. Le sujet, c'est le titre aujourd'hui et non pas la progression. Tom, vous êtes donc le représentant des Milwaukee Bucks, champion en titre, président sortant. Une saison régulière, souvent une campagne pour un président sortant, c'est compliqué. On l'a vu cette année. On l'a vu à de nombreuses reprises. Certains n'osent même pas vraiment aller sur le chemin du débat, sur le chemin des playoffs et se dérobent. Alors, Tom, comment ça s'est passé ? Écoutez, c'était une saison assez compliquée. On sort du titre avec 2 actions légendaires de notre double MVP en titre et champion NBA qui conclut cette finale sur un magnifique match à plus de 50 points. J'aime bien le rappeler. Qui est aujourd'hui, je pense, désormais sans contestation possible, le joueur dans son propre tiers au niveau du DH20. C'est quelque chose qui est revenu tout à l'heure dans la conversation. Ça peut prêter à débat, mais je suis prêt à débattre de ces questions. Nous allons en débattre. Très bien. Nous allons aussi peut-être parler de séparation, monsieur. De création de séparation, quelque chose de très important. Alors, pour revenir du coup à mon propos, j'aimerais dire que cette saison a été un peu compliquée puisque le lendemain du coup de cette finale NBA, nous avons 2 joueurs majeurs de notre effectif qui sont partis disputer une compétition internationale qu'ils ont remportée. Mais du coup, ils ont été un petit peu en deçà sur le début de saison avant de reprendre un rythme de croisière. Nous terminons la saison régulière en étant top 10 en attaque et aussi en défense. Alors, notre défense a été un peu mise en difficulté avec la perte de Brook Lopez à un moment donné. Puisqu'il a joué le premier match de la saison, s'est blessé, puis a disparu. Ce qui nous a forcé, du coup, à changer totalement nos couvertures défensives et nous a forcé, notamment, à donner énormément de minutes à des joueurs comme Grayson Allen, des joueurs comme Bobby Portis, et du coup, à avoir des couvertures agressives, puisque ce ne sont pas des joueurs de drop, ce que nous sommes habitués à jouer. Donc, du coup, cette saison a été assez particulière pour nous parce que nous avons dû faire beaucoup preuve d'adaptation par rapport aux joueurs que nous avions et ça n'a pas été une croisière tranquille. Malgré tout, nous avons un top 3 MVP qui a sorti des matchs statement en fin de saison face à des adversaires qu'on pourrait qualifier de directs pour justement gagner ce trophée. Et j'aimerais finir cette partie sur la saison par juste quelques chiffres, 3 chiffres, 56, 57, 65. C'est le ranking de votre franchise player en playoff? Pas du tout, monsieur, pas du tout. On pourra revenir sur ce type de chiffres tout à l'heure quand on abordera vos statistiques dans le clutch. qui Terminez votre propos, s'il vous plaît, Tom. Qui pourrait s'apparenter à des températures hivernales. Donc, pour revenir sur ces chiffres, 56, 57 et 65, c'est le positionnement de nos joueurs au nombre de minutes jouées au total dans la saison. Nous arrivons frais pour les playoffs et nous allons tout démonter. Vous semblez développer du coup un argumentaire, disons, de force tranquille, pour reprendre un slogan bien connu des années 80, c'est-à-dire que vous n'êtes pas inquiet pour différents facteurs, vous venez de nous les exposer de cette saison, mais ce pari-là de l'équipe qui du coup switch pour les playoffs, qui ensuite peut se démarrer, se remobiliser, retrouver son niveau, le niveau qui était le vôtre, c'est-à-dire celui du champion en titre. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui peuvent douter de cette capacité à vous remobiliser dès maintenant pour cette nouvelle échéance? Par rapport à notre adversaire, on peut dire qu'on a un premier tour un petit peu plus simple. Sans vous faire offense, on peut dire que nous avons un premier tour un petit peu plus simple. D'ailleurs, nous avons choisi notre adversaire en perdant le dernier match de saison régulière pour éviter d'être de l'autre côté du tableau et déjà se faciliter entre... Comment déjà un manque de confiance quelque part dans cette franchise. Ce ne sont absolument pas des magouilles puisque vous, monsieur Guillou, vouliez absolument gagner pour éviter Milwaukee car l'un de vos joueurs majeurs n'est pas vacciné et ne peut pas faire le voyage et jouer pour la série là-bas. Nous reparlerons de ces magouilles de vaccination aussi. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. S'il vous plaît, messieurs, nous vous assurons un débat calme, structuré.
laissons Monsieur Feller répondre à la fin, Monsieur Tom répondre à la fin du propos et nous lancerons ensuite Monsieur Madiane. Vous avez déjà eu bien le moment de placer vos propos, Monsieur Alan, représentant de Celtics. Monsieur Tom, on vous laisse donc finir. Allez-y. Donc oui, nous allons, je pense, avoir un premier tour où nous pourrons entre guillemets se chauffer à notre main. C'est-à-dire que je ne pense pas que nous serons mis en danger sur le premier tour, contrairement à certains de nos concurrents. Et ensuite, nous avons, je pense, une voie dégagée durant laquelle nous aurons le meilleur joueur sur le terrain, quoi qu'il arrive, à chacune des séries. À défaut d'être dégagé par l'absence des adversaires comme l'an dernier. L'an dernier, c'était une autre histoire. Parlons du présent. Et parlons du futur. Arrêtons avec le passé. Le passé, on a soulevé la coupe. Le passé pour construire le présent, Monsieur Feller. Le passé a montré que nous avons soulevé la coupe là où vous étiez tous présents. Restons pour le présent pour le moment. Nous allons vous laisser échanger d'ici quelques instants, mais il y a quand même un candidat qu'on n'a pas encore entendu. Le dernier candidat à passer du côté de l'Est, en tout cas devant les électeurs de Dunk Hebdo aujourd'hui. Ce sont donc les Brooklyn Nets, représentés par Madiane. Les Brooklyn Nets qui ont terminé la saison avec un bilan de 44 victoires pour 38 défaites. À la 7e place donc de la conférence Est, alors que vous aviez réussi à terminer à la 2e place l'année dernière avant une élimination en demi-finale de conférence. On peut donc, Madiane, qualifier votre campagne de cette année tout de même de plus compliquée, sans risque. Quelles en sont les raisons selon vous et êtes-vous inquiet de cette campagne ? Non. Je ne suis pas inquiet pour cette campagne et je dois l'avouer, cette campagne fut compliquée. À mes yeux, nous étions l'ennemi à abattre dès le début de la saison. On peut déjà le noter à l'intersaison, où des équipes, notamment du côté de Los Angeles, ont tenté de copier notre modèle et on a bien vu que cela n'est pas donné à tout le monde, étant donné que aucun membre de Los Angeles Lakers ne sera ici pour débattre aujourd'hui. Donc nous avions bien commencé. On a battu la campagne au travers des USA. On a accepté toutes les franchises parmi nous. Et pourtant, notre meneur star fut privé de sa passion pour le basket en raison de ses convictions. Développez votre propos, Madiane, nous vous écoutons. Donc notre meneur star fut privé de sa passion pour des convictions. Je vais pas placer celui-là. Je vais le rayer, je passe à la suite. Bon. Notre meneur star n'a pas pu jouer, du coup, un certain nombre de matchs et grâce à l'un des joueurs les plus incroyables du 21e siècle du côté offensif du terrain, on a quand même pu arriver, bon an, mal an, fin décembre, avec 23 victoires et 9 défaites. Mais malheureusement, un de nos membres du trio de tête de notre franchise n'était plus trop motivé par le projet et souhaitait plutôt voir ailleurs. On a été obligé de faire des choix et on a dû du coup l'échanger contre un autre joueur, un profil très différent, ce qui du coup rebâtit nos cartes autour finalement d'une double tête et non plus d'un dragon à 3 têtes. Notre bilan était bon. Le 15 janvier, nous avons perdu Kevin Durant, malheureusement, alors que notre bilan était vraiment bon jusque-là, parce que il a énormément tiré sur la corde, je dois l'avouer. On a enchaîné une grosse période de trou avec un Kyrie Irving qui joue à mi-temps, un James Harden qui du coup ensuite s'est fait trader, donc il y avait plus forcément de quoi aligner une très belle équipe sur le terrain. Nous avons donc enchaîné 5 victoires, 18 défaites. Nous avions un peu perdu notre mojo, je dois l'avouer. Pourtant, quand on isole finalement les parties de saison saines, c'est-à-dire celles où nous avions Kevin Durant et nous avions Kyrie Irving, nous sommes l'une des équipes les plus dangereuses offensivement de toute la ligue et sans aucune contestation possible. Si j'exclus du coup toutes ces périodes un peu compliquées qui s'expliquent finalement par des facteurs externes, que ce soit du côté de James Harden, la vaccination de Kyrie Irving, un moment de blessure pour Kevin Durant, nous arrivons à un ratio de 71,43% de victoire. Je doute que quiconque ici puisse afficher un tel ratio dans la conférence. Sur quel échantillon, monsieur? Sur quel échantillon? Sur un échantillon de 35 victoires et 14 défaites. Et donc, personne à l'Est peut se targuer d'avoir autant. Alors certes, l'échantillon n'est pas complet parce que nous avons eu des circonstances. Mais justement, nous avons pu monter en puissance sur cette fin de saison.
nous récupérons peu à peu nos billes. Kyrie Irving est de nouveau autorisé à jouer à domicile et à l'extérieur. Je tiens à souligner que ça se voit déjà sur le bilan de l'équipe, qui est très différent quand on prend les matchs joués à l'extérieur et les matchs joués à domicile. Donc, rien que ça a énormément faussé notre année. Encore un complot. Et donc, méfiez-vous de nous, parce que nous sommes toujours là. Nous allons récupérer, d'ici le Game 4, un autre joueur, et vous verrez, les Brooklyn Nets ne sont pas morts. Alors j'aurais une petite question pour notre candidat, on va dire Allez-y, Ilias. de l'État de New York. Oui, monsieur, saison régulière. Est-ce que cet échantillon prend en considération la présence aussi de ce joueur qui a quitté votre partie en pleine saison? Évidemment, cela inclut une partie, mais je pense que vous avez vu que le monsieur n'était pas très motivé à jouer au basket, et je crois qu'il n'y a aucun représentant des Sixers, c'est dire le niveau de la franchise depuis qu'il y est arrivé. Très bien, écoutez, votre échantillon est biaisé, donc merci de revoir vos fiches. Monsieur Madiane, comment peut-on aborder une campagne de play-off à votre place, c'est-à-dire celle du favori? Vous entamez la saison dernière avec le costume de favori dans les sondages, vous perdez. Vous entamez cette campagne avec au début de saison, le statut de favori incontestable. Vous n'êtes plus le favori incontestable selon les sondages. Comment fait-on pour avoir la confiance des Dunkebdiennes quand on est dans cette répétition, ce cycle de descente? Je peux comprendre, surtout qu'on n'a pas encore montré notre plein potentiel. Mais justement, moi, je pense que je me méfie énormément de l'équipe de Monsieur Guillou ici présent. C'est pour moi finalement le grand danger à passer. Mais une fois qu'on aura récupéré peu à peu nos forces, qu'on avancera dans les tours, si nous passons ce grand obstacle que représenteront les Boston Celtics, je fais de nous des favoris au titre, clairement. C'est peut-être le seul adversaire que vous jouerez pendant cette campagne de play-off. Arrêtons. Excusez-moi, monsieur, mais quand on compte sur les blessures des autres pour réussir à gagner des tours de play-off, on ne parle pas. Qui a parlé de blessures? Je n'ai absolument pas parlé de blessures. Non, mais quand on compte là-dessus pour pas se faire éliminer piteusement, vous reviendrez me voir quand vous saurez défendre sur Kyrie Irving. Parlons de la saison 2021-2022, s'il vous plaît. Le niveau de ce débat est vraiment de plus en plus lamentable. Messieurs. Adrien, nous allons revenir vers vous pour la suite de ce débat. Effectivement, on a déjà eu un premier échantillon de ce qui risque de se passer dans les prochaines minutes, puisqu'effectivement, on a quand même décidé de vous laisser échanger entre vous, maintenant que les Dunkebdiens et les Dunkebdiennes ont pu avoir vos avis chacun, que vous avez pu développer vos arguments les uns et les autres. Et d'ailleurs, on vient d'avoir un échantillon notamment amené par Madiane, qui semble considérer vous, Alan, et les Boston Celtics comme son principal concurrent dans cette course. Eh ben, écoutez, Alan, je vais vous donner la parole à vous. Par rapport aux adversaires, comment vous accueillez, comment vous appréhendez ces playoffs qui arrivent et qui sont, selon vous, les mieux ou moins bien d'ailleurs placés par rapport aux arguments qui ont été développés? Très honnêtement et très sincèrement, l'adversaire principal reste et est seulement la franchise du Wisconsin. La franchise du Wisconsin est, selon nous, vraiment celle qui peut nous poser le plus de problèmes, que ce soit offensivement ou défensivement. On a un avantage, je pense, de longueur, de puissance, d'explosivité contre pas mal des autres adversaires de la conférence, que ce soit, on l'a vu sur le premier match, les Nets, on l'a vu sur pas mal de matchs de saison régulière aussi, Miami, même si leur te le dira, ils n'ont jamais vraiment été au complet quand ils nous affrontent. Donc, on ne sait pas quel Miami va sortir du chapeau quand vraiment on les affrontera. Mais la franchise du Wisconsin est celle qui est le plus gros adversaire pour nous parce que elle a le joueur le plus épouvantail, le plus dangereux de toute la conférence. Elle possède une profondeur qui n'est pas une profondeur très haute, mais une profondeur de bons joueurs. Elle pourra mettre vraiment des joueurs qui ne sont pas totalement négatifs sur le terrain, je le pense. Elle a l'expérience de l'an passé, elle connaît la route. Donc, je pense très honnêtement que c'est vraiment le favori. On se place plus, nous, et je n'ai pas de honte à le dire, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, plus en outsider. On est plus dans une candidature de message, une candidature qui est là pour montrer que le parti va bientôt compter. Le parti compte, le parti historique compte, mais le parti a eu des petits soucis, le parti se remet. Le parti n'est pas le favori, mais on a notre voix à faire entendre à côté des Bucks notamment.
pourra-t-il rembourser sa campagne? Je ne suis pas le trésorier des Boston Celtics, mais je pense que des efforts financiers vont être faits par rembourser. Vous pensez qu'il faut passer le premier tour pour être remboursé ou qu'il faut faire un minimum de score sur la série du premier tour pour être remboursé? Je ne connais pas toutes les règles de ce, disons, parce que si on passe le premier tour, on est remboursé. Moi, je le pense. Donc je pense que nous serons remboursés. Oui. Je tiens quand même à attirer l'attention de nos animateurs sur le fait que ça manque quand même terriblement d'ambition, parce que on peut pas dire que le candidat Celtics soit totalement illégitime dans sa série face aux concurrents new-yorkais. Donc on ne parle pas du concurrent new-yorkais. Je suis déjà à l'étape d'après personnellement sur l'étape face au match contre le Wisconsin. Vous déposez les armes avant même d'avoir lutté. Très bien. Vous savez, il y a encore pas mal de quatrième cartons à jouer et tous ne peuvent pas se passer avec le coup de chance d'hier. Et effectivement, Adrien, je vous propose de retourner vers Ilias, effectivement, qui a soulevé un point. Effectivement, le candidat Celtics semble, on ne sait pas vraiment, ce n'est pas très clair le discours qui est porté au Dunkebdian sur vos vrais objectifs, là où les autres franchises semblent clairement parties pour viser le titre. Ilias, pourquoi vous cette année, après avoir, au second tour, un débat du second tour endiablé contre les Lakers, mais voilà, le candidat LeBron James était plus fort à l'époque. Effectivement, mais il est quand même important de rappeler qu'on démarre cette série avec des joueurs blessés et des joueurs qui avaient compté justement pour accéder jusqu'à la finale. Là, c'est différent. Il y a eu une période de transition et cette année, je pense qu'on est revenu plus fort. Et après, on va dire que l'historique du parti floridien fait que j'ai pas forcément besoin de m'attarder des heures sur l'aspect défensif. Donc, j'en profite quand même pour attirer l'attention des électeurs sur la menace que représente le Miami Heat à 3 points, avec notamment l'émergence de nouveaux joueurs comme Mike Strus, qui ont poussé d'autres grands malades du shoot à 3 points comme Duncan Robinson à aller sur le banc. Je vais évidemment mentionner, on va dire, un des joueurs qui selon moi sera déterminant pendant notre campagne, en la personne de la jeunesse du futur de notre parti, qui est Tyler Hero. 20 points de moyenne en sortie de banc, avec toujours des qualités qui sont on va dire la capacité à shooter en sortie de dribble et en sortie d'écran, qui évidemment reste des qualités indispensables dans une campagne de play-off. Et on peut aussi dire que le Miami Heat, c'est ni plus ni moins le meilleur banc de la ligue, avec pendant la saison régulière quand même une contribution à hauteur de 40 points par match. J'anticipe déjà les attaques de mes concurrents qui pourraient me dire que en play-off, les rotations se resserrent, mais avoir plus de profondeur et avoir plus de joueurs impliqués dans une campagne de play-off, ça permet évidemment de diversifier tes line-up, de pouvoir faire face aussi à différentes match-ups qui pourraient être proposés. Et je trouve que Miami on dispose vraiment du matériel le plus diversifié pour pouvoir faire face à tout type d'adversaires. Donc honnêtement, j'ai aucune crainte de ce qui pourrait se présenter à nous, et je pense que cette année, on va dire que la finale NBA ne t'en est pas. Justement, j'aimerais vous poser une question rapide, mais qui sera aussi valable pour le reste des candidats qui sont là aujourd'hui. C'est que vous êtes 4 ici, et il se trouve que dans le format des playoffs NBA, 3 des candidats que nous avons ensemble sont dans la même partie de l'arbre, et que vous, Ilias, qui représentez le Heat, vous êtes dans une autre partie avec d'autres candidats qui ne sont pas représentés aujourd'hui. Donc on va citer tout de même Atlanta Hawks, Philadelphie 76ers et les Toronto Raptors. Et vous semblez, Ilias, déjà confiant dans le fait d'atteindre la finale. Est-ce que vraiment les autres candidats, les petits candidats, sont à balayer aussi facilement ? Je pense, parce que on s'appuie sur des certitudes, sur de la continuité, et disons que c'est aussi la récompense d'une campagne. Mais quelle continuité?
Il n'y a jamais eu les mêmes membres du parti sur le terrain en même temps. C'est normal, c'est dû aux blessures, mais qui a été compensé par justement les joueurs dont j'ai mentionné le nom tout à l'heure. C'est-à-dire que non seulement nos meilleurs joueurs nous ont manqué, mais la contrepartie a finalement été quasiment la même, et ce qui nous a permis de sécuriser la première place dans notre conférence et d'être tout à fait légitime pour pouvoir accéder à la finale de conférence et évidemment par la suite à la finale NBA. Madiane, si je puis me permettre, vous avez évoqué une des autres équipes non présentes ici, puisque vous avez échangé avec eux autour de différents membres de vos partis respectifs durant la saison, des 76ers qui ne sont pas parmi eux aujourd'hui. Que pensez-vous vous ne pensez vraiment pas que vous qui connaissez bien donc James Harden, qui a rejoint les 76ers, ils ne peuvent pas mettre des bâtons dans les roues de vos concurrents du 8 par exemple? Moi, je pense que le concurrent du 8 surestime ses capacités à s'en sortir sans encombre face à la franchise de la cloche. Moi, je pense que ils auront des arguments solides à leur opposer et qu'il faut faire attention. Parce que quand on se balade pas forcément avec le meilleur joueur sur le terrain déjà contre les Sixers, il faut faire attention à ce qui peut nous arriver. Et je suis pas loin de penser qu'ils n'ont ni le premier ni le deuxième meilleur joueur. Certes, disons que collectivement parlant, on a une défense qui peut très largement user ces deux joueurs. Et il faudra aussi... Moi, je pense qu'elle prendra surtout des fautes, votre défense, mais on peut en discuter. Miami est une des meilleures équipes également pour pouvoir aller en chercher des fautes. Donc, on a des arguments à faire valoir également. J'ai une question pour mon ami floridien. Mais excusez-moi, monsieur le représentant, j'allais justement venir vers vous parce que ce terme de meilleur joueur n'arrête pas de revenir dans les débats. C'est un thème très important pour les Dunkebdiens, et plus d'une fois, l'identité du meilleur joueur de cette partie de tableau a été discutée. Je reviens vers vous, monsieur Tom. Vous semblez affirmer de manière assez décomplexée que vous avez le meilleur joueur de la série, ce dont n'a pas l'air vraiment d'accord le représentant des Nets ici présent. Pourquoi vous alors? Pourquoi je lis du parti pris quand même dans cette question. Alors, messieurs, vous avez face à vous deux animateurs qui essayent, tant bien que mal, malgré des candidats très dissipés, d'assurer le débat. Je reviens donc vers monsieur Tom et ne tiendrai pas compte de cette remarque. Tom, allez-y. Nous pensons avoir le meilleur joueur de la NBA, donc du coup de ces playoffs, tout simplement parce que si on prend en compte les deux côtés du terrain, la polyvalence que ce joueur offre, la domination soir après soir de ce joueur-là et la présence de ce joueur qui est souvent présent, car pour dominer et asseoir sa domination, il faut être présent. Ce que monsieur Giannis Antetokounmpo réalise avec brio depuis maintenant plusieurs saisons. Quand il joue, il est très bon. Il est encore une fois dans le top 3 au MVP et ça ne serait pas volé qu'il obtienne ce trophée cette saison encore une fois. Il y a eu un fameux match-up face aux joueurs que veut certainement défendre notre ami Madiane, mais en regardant les séquences, nous voyons bien que même si les résultats sont là, l'impression et le process par lequel monsieur Kevin Durant arrive à générer ses paniers est assez différent de ce qu'il a fait auparavant, notamment car il y a un certain manquement, notamment au niveau de la création de la séparation. C'est quelque chose sur lequel nous reviendrons. Droit de réponse, Madiane. Je reprends les faits. Mon ami Kevin Durant sort d'une campagne quand même où il a aligné 34 points, 9,3 rebonds et 4,4 passes avec un true shooting percentage à 57,3%. En combien de minutes de moyenne? Juste après, laissez-moi finir. Je vous ai laissé finir, laissez-moi finir. Juste après cela, nous l'avons tous au sein d'un classement assez quand même important, nommé le DH20, tous consacrés à la première place. Et monsieur Tom, ici présent, essaye de nous faire croire qu'avec une petite saison régulière à la rigolote, on peut changer le classement du DH20. Ce qui compte, ce sont les playoffs. Concernant ensuite l'apport offensif et défensif, seul l'apport offensif, à mes yeux, prime en playoffs. L'apport défensif, en tout cas,
ne saurait constituer une valeur extrêmement séparatrice entre deux joueurs. Et désolé, Avez-vous regardé un joueur les finales sur NBA? lequel je ne peux pas, monsieur, je vous ai laissé terminer. Un joueur sur lequel je ne peux pas forcément compter pour aller sur la ligne des lancers francs, notamment, qui a été sujet parfois à des performances suspectes. Alors évidemment, c'était simple quand il n'y avait plus personne en face l'an dernier. Nous en reparlerons cette année quand il y aura un peu plus de concurrence. J'ai vu le candidat Celtics qui voulait parler vis-à-vis de ce débat, qui vous avez un peu amené ce débat, candidat Celtics. Quelle est votre position vis-à-vis de celui-ci? Ça fait combien? 6-7 campagnes qu'on fait depuis que les Dunkebiens, les Dunkebiennes on se présente devant eux chaque année pour un petit peu nous offrir à eux. Et on s'est rendu compte de plus en plus d'une chose, c'est que cette théorie du meilleur joueur disponible, du meilleur joueur sur le terrain, pardon, elle est réelle. Mais on a souvent oublié d'omettre qu'en réalité, le plus important, c'est quoi? C'est aussi de regarder la profondeur des meilleurs joueurs de chaque équipe. C'est bien d'avoir le meilleur joueur sur le terrain, mais si on n'a pas le deuxième, le troisième et le quatrième, on peut quand même avoir le meilleur joueur et perdre. C'est arrivé au candidat de l'Ohio ces dernières années. C'est aussi arrivé au candidat new-yorkais l'année dernière. Le candidat new-yorkais, le candidat de Brooklyn. Jusqu'à ce que le troisième meilleur joueur de la série se blesse. Le candidat new-yorkais l'avait l'an dernier dans la même série. D'accord. Qu'il a perdu. Ça s'est joué à une fois. Candidat Celtics terminé. Je pense qu'on oublie et de vraiment mettre en avant auprès des auditeurs, des Dunkimen et Dunkimen, que la profondeur tout en haut est très importante et parfois même peut-être plus importante que la théorie du meilleur joueur pur et intrinsèque. Je pense que c'est bien, messieurs, c'est sur que la candidature Celtics doit être un petit peu réévaluée parce que les Celtics, nous, on n'aura peut-être pas le meilleur joueur face à la candidature du Wisconsin, face même à la candidature Nets. Par contre, le deuxième, troisième, quatrième, ou cette profondeur-là, ça peut peut-être plus prêter à débat et nous n'avons pas vraiment de joueurs moyens moins à mettre sur le terrain en play-off. Je vois que certains veulent prendre la parole et éventuellement répondre. Excusez-moi, monsieur Toll, je vais vous laisser à chacun, puisqu'on va arriver au bout de cet entretien pour la conférence S, je vais vous laisser à chacun 1 minute maintenant pour défendre votre sujet, alors pour répondre éventuellement à cet argument, mais pas seulement. Une dernière minute pour convaincre les Dunkebiens, les Dunkebiennes du bien fondé de votre candidature, que vous êtes en meilleure position pour aller chercher le titre tant convoité, ce titre NBA. Alors, je vais commencer par le champion sortant, quand même, primeur au champion sortant. Donc Tom, je vous laisse, vous avez carte blanche pour terminer et pour vous présenter devant les Dunkebiens et Dunkebiennes. Dunkebiens et Dunkebiennes, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce débat. Franchement, je vous dirai simplement une chose. Depuis 20 ans, tous les champions NBA ont au moins un joueur qui a déjà été élu MVP avant de devenir champion. La seule entorse à cette règle entre guillemets fut Kawhi Leonard avec les Toronto Raptors. Aujourd'hui, nous avons un double MVP et à l'Est, les seules équipes qui peuvent potentiellement se targuer d'avoir eu ce type de joueur, il y en a qu'une, mais cette équipe sera probablement en difficulté au premier tour. Donc nous gagnerons. Très bien, nous sommes dans la minute, tout va bien, on vous a entendu Tom. Du coup, je vais continuer avec le prochain, ce sera Madiane. Écoutez, vous avez 1 minute Madiane pour nous convaincre. Dunkebien, Dunkebienne, n'oubliez pas qui sont les joueurs qui composent notre roster et qui s'apprêtent à revenir dans notre roster. Évidemment, la période fut compliquée jusqu'à maintenant et même jusqu'à hier. Nous avons vécu un premier contre-coup, mais justement, c'est dans ces moments-là où vous verrez la force de cet effectif. Ne sous-estimez ni Kevin Durant, ni Kyrie Irving. Ne sous-estimez pas également l'arrivée de vieux briscards dans l'effectif qui ont déjà mené de grandes campagnes de play-off. Aussi l'atout de la jeunesse qui peut exister avec un pivot qu'apprécie énormément le représentant des Celtics. En tout cas, ne nous donnez jamais mort et surtout, ne pensez pas que Kevin Durant n'est pas le meilleur joueur actuellement sur un terrain de basket.
On vous a bien entendu. Merci Madiane. Ilias, la parole est à vous avant de la redonner une dernière fois donc à Alan. Eh ben pour convaincre, je vais tout simplement m'appuyer sur les propos du candidat de Boston en disant que effectivement, nous aussi de notre côté, on bénéficie peut-être pas de joueurs du calibre de Giannis Antetokounmpo ou de Kevin Durant, mais nous disposons d'autres joueurs, on va dire membres du DH20. Et en ce qui concerne justement la profondeur de notre effectif, elle n'est même plus à prouver. Je pense que c'est quelque chose qui nous apportera énormément pendant cette campagne, et je pense que tous les autres parties vont être assez surpris de ce qu'on pourra produire. Et je vais évidemment rebondir sur la soi-disant entorse à la règle que mentionnait notre ami Tom Feller, qui a évidemment pris le soin de ne pas mentionner l'un des 20 derniers champions à la personne des Detroit Pistons. Oui, les Pistons. On aurait pu les mentionner, les Pistons. Et on peut évidemment se dire que leur configuration à ces Pistons, pour qui je n'ai absolument aucun parti pris, ont des similitudes quand même avec l'équipe que je représente aujourd'hui, et je me dis que après ce très joli titre de 2004, dans une année où finalement il n'y a pas de candidat véritablement, on va dire, imposé et aussi gargantuesque que le représentant d'Oakland qu'on avait pu voir ces dernières années, je me dis que on peut tout à fait reproduire ce que l'équipe du Michigan avait fait en 2004, et en tout cas on a les armes, la culture, terme cher à notre ami Guillou, et évidemment le spacing et la défense pour pouvoir y parvenir. Merci beaucoup Ilias. Justement, vous avez été invectivé, Alan. Je vous laisse la parole. Vous êtes le dernier candidat à s'exprimer aujourd'hui. Merci. Mais vraiment, cette campagne a été vraiment parsemée d'attaques personnelles et de plus en plus nocives, des boules puantes lancées. Et je pense que le débat vaut bien mieux que ça. Suiveurs, suiveuses de la NBA, merci beaucoup déjà d'avoir suivi ce débat. Enfin, décousu. Mais je dirais que prendre le pari Celtic, c'est prendre le pari de l'avenir. Mais c'est aussi prendre le pari de la continuité du présent. Le pari de la confiance dans l'histoire, dans une franchise, et un parti qui a, je pense, montré sa force et sa capacité à toujours être au rendez-vous de l'histoire depuis 60 ans, depuis 70 ans. Et on ne vous décevra pas dans ces playoffs. Nous n'avons peut-être pas la meilleure équipe, le meilleur joueur sur le terrain, le meilleur coach, mais nous avons un projet qui, je le pense, est le plus sérieux, le plus à même de répondre à toutes les questions. Nous avons aussi le moins de pression, et c'est très intéressant et très important à mes yeux. Le moins de pression. Nous, on sera encore là l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans peut-être même. Je ne peux pas en dire autant de certains des autres candidats qui jouent extrêmement gros dans les prochaines semaines, et j'aimerais voir l'état de ces franchises dans quelques semaines, parce que nous, on est là pour durer, on est là avec vraiment un projet serein de continuité, et je pense que ça va payer sur le long terme. Nous vous avons entendu, effectivement, merci Alan avec cette réponse, cette invective inversée. Du coup, nous ferons probablement un bilan à l'issue, au prochain tour en tout cas, nous verrons l'état de chacun. En tout cas, merci beaucoup, on va conclure pour cette conférence Est, on va devoir marquer une petite pause avant de retrouver les candidats de l'autre conférence. Donc on se retrouve dans quelques instants. Et puis pour terminer cet épisode de Nuck Hebdo, on va ressortir un petit peu du rôle quelques secondes. J'espère que cette première partie de débat vous a plu. Les gars, je tiens quand même à préciser, mon cher Adrien, que je dispose dans ce téléphone de tout un tas de preuves qui pourraient mettre à mal tous les autres partis. Je me ferai un plaisir de divulguer au Twitter enchaîné. Je vois que cette campagne est encore une fois marquée par les boules puantes. Je n'en entendais pas moins de la part de la hit cancel culture. Évidemment, tente une énième attaque ad personam. Bon, on va marquer une pause, comme l'a dit Adrien, puis on se retrouve pour l'Ouest. À tout de suite. Exactement, à tout de suite. À tout de suite. Bonjour, re-bienvenue à tous. Nous sommes toujours à 2 mois du dénouement de la saison NBA 2021-2022. Je le signale pour ceux qui nous rejoignent donc seulement pour cette deuxième partie d'émission. Pour la première fois,
on retrouve les principaux candidats au titre. Ils ont accepté de venir défendre leur candidature justement face à vous, face à l'équipe dunkebdienne. Ce soir, ils sont donc avec nous pour vous convaincre de leur projet, leur capacité à être le champion NBA de cette saison. Après donc une première partie consacrée à la conférence Est, ce sont les candidats de l'Ouest qui se présentent maintenant, avec donc les Memphis Grizzlies représentés par Tom, le Utah Jazz avec Madiane, les Warriors par Ben et Alan qui représentera donc les finalistes de l'année dernière que sont les Phoenix Suns. Donc, sans perdre plus de temps, on accueille le premier candidat de cette seconde partie, peut-être la surprise de cette campagne 2021-2022, classé deuxième à l'Ouest après la saison. Tom et les Memphis Grizzlies, donc deuxième avec 56 victoires pour 26 défaites, alors que nous les avions laissés huitième, éliminés au premier tour des playoffs la saison dernière. Donc, à l'instar du Heat de Miami qui est avec nous dans l'émission précédente, la dynamique semble de votre côté, Tom, pour cette saison. Mais est-ce que vous redoutez cet effet de mode, on va dire, ou pensez-vous plutôt bénéficier tout simplement d'un réel élan capable de vous emmener au bout suite à cette campagne? Avant de répondre à votre question, j'aimerais juste clarifier 2 de vos propos. Allez-y, je vous en prie. L'an dernier, nous avons fini 9e et avons éliminé les Warriors sur un match coup près. Je pense qu'ils s'en souviennent, car nous leur avons fait perdre pas mal d'argent. Donc je pense qu'ils s'en souviennent. Et la deuxième chose, nous sommes deuxième de l'Est, mais aussi deuxième de la NBA cette saison. Voilà. Simplement pour juste éclaircir ces 2 propos. Donc pour revenir à votre question, donc effectivement cette saison notre effectif a beaucoup grandi. On commence la saison assez mal, avec notamment une défense totalement aux abonnés absentes. Sur les 20 premiers matchs, Memphis est de loin la pire défense de l'NBA, car l'équipe se faisait totalement torpiller à 3 points. Les adversaires shootaient environ à 40% à 3 points en tant qu'équipe au global contre Memphis. Puis il y a eu un renouveau du coup de la défense avec notamment la blessure de Ja Morant et de Zaire Williams qui sont sortis, et le retour du coup de Dillon Brooks, et la chance du coup du pourcentage à 3 points, parce qu'on est passé de prendre 40% des adversaires à 3 points à prendre 28%. Donc cette période nous a permis d'engranger de la confiance, et au retour de Ja Morant, l'équipe a totalement explosé. Cette saison, pourquoi notre candidature est valide? Nous avons un candidat au titre de MVP, nous avons un candidat au titre de défenseur de l'année, nous avons un candidat au titre de coach de l'année, et nous avons aussi un candidat pour le titre honorifique de meilleur shooter de la saison. Alors oui, nous avons un effectif jeune, nous n'avons pas prouvé grand-chose en play-off, mais tous les partis à leur début, ils étaient comme ça, ils n'avaient rien prouvé. Il faut juste nous donner le temps de nous faire nos preuves. Nous avons entendu Tom, alors je ne l'ai pas présenté au début de cette seconde partie, mais pour m'accompagner, j'ai Ilias avec moi qui sera là pour vous poser d'autres questions. Donc Ilias, je t'en prie, si tu as une remarque à faire à Tom. À poser à notre ami Tom Feller. Concernant le manque de vécu collectif en play-off et de manière générale, et aussi peut-être certaines déficiences par moment à être menaçant de loin, est-ce que vous pensez véritablement que la candidature de votre parti est légitime dans cette campagne de play-off? Alors, le manque de vécu collectif, je trouve que c'est quand même osé comme question, tout simplement parce que notre effectif, même bien qu'étant jeune, est ensemble depuis maintenant 3 ans. Si vous prenez les cadres de l'effectif, tout le monde est là depuis à peu près 3 ans. L'année dernière, les mêmes joueurs étaient déjà là. Il s'est passé ce qui s'est passé. Il y a eu déjà, on a déjà engrangé de l'expérience. Alors oui, peut-être pas à l'échelle de certains mastodontes qui certainement se présenteront après, mais je trouve que l'équipe a quand même un vécu collectif suffisant. C'est déjà retrouvé au pied du mur aussi. Donc je pense que le côté de connaissance de l'effectif et de manque de vécu, pour moi, ce n'est pas un frein. Peut-être que c'est en termes de joute de playoff, puisque le Memphis sous cette configuration n'a jamais gagné de série de playoff pour l'instant, n'a jamais passé un tour de playoff et ne s'est jamais retrouvé en tant que favori d'une série. Peut-être que l'effet émotionnel, oui, peut jouer, effectivement. Au-delà de cet aspect, on a beaucoup évoqué le collectif, votre équipe dans son ensemble, Tom, et à juste titre bien sûr. Et il y a un sujet qu'on a évoqué beaucoup dans la première partie et qui reste un sujet important, celui justement du fameux meilleur joueur sur le terrain, meilleur joueur d'une série.
Alors effectivement, vous sortez d'une saison où votre meilleur joueur, Ja Morant, a été cité pendant très longtemps dans la course au MVP, donc il fait une très belle saison. Êtes-vous confiant dans sa capacité à être, par moment, quand nécessaire, le meilleur joueur sur le terrain lors de séries de playoffs et de matchs coup près? Oui, je suis confiant puisque c'est un joueur qui aujourd'hui on ne peut pas l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Tout simplement, on n'a qu'à regarder les zones de son scoring. C'est un joueur qui shoot à 68% au cercle. C'est le joueur qui score le plus de points au cercle devant Giannis Antetokounmpo. C'est vous dire à quel point c'est irréel. Donc je pense que c'est un joueur qui est capable d'élever son niveau. Alors oui, on peut poser la question et la problématique du shoot longue distance. Oui, c'est quelque chose sur lequel il est irrégulier, mais c'est un joueur qui est élite sur non seulement aller créer ses shoots et la finition au cercle, mais aussi qui est élite dans la zone du flotteur. Donc il faut être capable de pouvoir l'empêcher d'aller dans la zone du flotteur, mais aujourd'hui, pas grand monde n'est capable de rester en face de lui. Très bien, nous avons un beau tour d'horizon des Memphis Grizzlies. On pourra y revenir en posant plus de questions un peu plus tôt, mais je vous propose d'enchaîner en présentant les autres candidats de cette conférence. Donc le deuxième candidat à se présenter devant nous dans cette partie, c'est le Jazz de l'Utah, représenté par Madiane. Le Jazz qui avait terminé la campagne précédente à la première place de la conférence. Après, il y a eu une énième élimination malheureuse en cours de route pendant les playoffs. Cette année, Madiane, vous voici cinquième, donc à la suite de la campagne et à l'approche des playoffs. Question simple, question courte. N'êtes-vous pas inquiet de ce résultat qu'on pourrait qualifier de décevant par rapport à la campagne de l'année dernière? Absolument pas. Dans notre belle ville des JO d'hiver 2002, on n'a effectivement pas vécu une saison de tout repos. Mais on a opté pour l'évolution dans la continuité. On a gardé le même cœur de joueur qui était arrivé premier de la saison régulière l'an passé, et on a changé quelques éléments. Nous étions en fait jusqu'à une certaine phase en pleine bourre pendant cette saison, et nous rivalisions avec notre ami le représentant des Suns ici présent, et malheureusement des facteurs ont fait que nous avons perdu à la fois Joe Ingles qui était important pour notre effectif, nous avons perdu au 17 janvier Donovan Mitchell, nous avons en plus perdu également Rudy Gobert qui est notre joueur le plus important pour que notre système fonctionne finalement au sein de cette équipe, et ça nous a posé énormément de soucis. Après, je me dis que ce n'est pas plus mal parce que au final, on avance un peu plus masqué dans ces playoffs, c'est-à-dire qu'on ne nous attend pas forcément tout en haut. Nous allons finalement notre seeding n'est pas si mauvais étant donné qu'on affronte une équipe dépourvue de son meilleur joueur. Donc finalement notre malheur finit par causer notre bonheur sur ce premier tour. Je voudrais attirer l'attention des Dunkebiens et des Dunkebiennes sur quelque chose, c'est que quand nous sommes au complet, nous avons le meilleur offensive rating de la ligue. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est que offensivement, nous avons une machine qui est collective, bien huilée, avec un joueur défensif qui nous permet justement d'avoir une telle machine. Et nous avons une continuité avec un collectif qui a vécu des grands moments de déception. Et justement, tel Chelsea en Ligue des Champions, c'est peut-être pas l'année où tu sembles le plus fort, mais après avoir vécu pas mal d'horreurs collectives, tu peux finir par remporter le Graal. Et on vous attend à domicile à Salt Lake City, ce ne sera pas une partie de plaisir pour vous. Une question quand même pour vous, Madiane. Vous avez dépeint un joli tableau, en tout cas très optimiste et très positif, mais quelle réponse face à des équipes qui pourraient vous proposer un small ball? Justement, c'est l'un des points sur lequel notre encre finalement a beaucoup progressé. Je me souviens de certaines séries malheureuses face à Houston, notamment. Je m'en souviens très bien avec un James Harden au top de sa forme où Rudy Gobert avait extrêmement du mal à défendre et à sortir. C'est quelque chose dont on est conscient, sur lequel on a travaillé, et je trouve qu'au fur et à mesure des années, c'est un point sur lequel on est moins à défaut. On pouvait l'être beaucoup plus par le passé. Je trouve que justement les évolutions de notre jeu au fur et à mesure des saisons
montre qu'on est moins problématique face à ça. On peut aussi parler, je vais être transparent avec vous, sur les problématiques qu'ont pu nous apporter des arrières, notamment. Notamment, on se souvient d'une fameuse série d'un certain Jamal Murray face à nous. Je vous avoue qu'il est persona non grata au sein des locaux de la franchise depuis. Évidemment, ça pose des soucis parce que nous avons du mal à défendre ces lignes arrière, mais c'est quelque chose dont nous sommes conscients. C'est une faiblesse qui est identifiée, sur laquelle nous avons bien travaillé. Donc, je suis optimiste sur le fait que nous y arriverons cette campagne aussi. Je pense qu'on pourra revenir sur effectivement vos détracteurs, malgré l'élan à chaque fois que vous provoquez chez vos supporters hein, qui veulent y croire, vos détracteurs qui pointent parfois du doigt justement cette marche supplémentaire. Mais on aura le temps d'y revenir. On va continuer avec les différents candidats du jour. Et cette fois-ci, vous les connaissez bien, puisqu'ils ont exercé quelques mandats récemment avant un désenchantement pendant quelques années. Nous parlons des Warriors de Golden State, représentés aujourd'hui par Ben. Donc les Warriors, 3e à l'Ouest à la suite de cette campagne, 53 victoires, 29 défaites. Je vais être très direct, Ben. Pensez-vous que cette campagne a permis de réhabiliter votre image, notamment de vos gloires passées, mais également de redonner envie donc aux nostalgiques, voire même de convaincre certains nouveaux supporters que vous étiez à nouveau en capacité d'aller au bout? Je vous remercie pour votre question. Je salue les candidats, les Dunkebdiens, les Dunkebdiennes, et aussi en ayant une petite pensée pour les autres candidats pas présents à la suite d'un découpage assez arbitraire de la part des studios ici présents. Je le respecte, mais j'ai fait partie dans le passé de ces petits candidats. Il y a quelques dizaines d'années, j'étais parmi ceux qui glanaient les petits pourcents, qui se battaient pour accéder à ce genre de plateau, excusez-moi, et je trouve ce genre de procédé très loin de notre démocratie. Pour répondre à votre question, la campagne, j'ai envie de reprendre une formule assez célèbre de Guy Bedos. Une campagne présidentielle, qu'est-ce que c'est? Avant, on rêve. Après, on se réveille. Et j'ai hâte que monsieur Tom, ici présent, qui m'a invectivé dès sa première prise de parole, ce qui voit bien une espèce de complexe d'infériorité, mais ça, on y reviendra par la suite. N'importe quoi. J'ai hâte que le réveil ne soit pas aussi violent que je le conçois. En tout cas, par rapport à notre campagne. Calmons les attaques personnelles, messieurs, s'il vous plaît. Par rapport à notre campagne, que pouvions-nous espérer, monsieur Adrien? On revient d'une saison difficile, de 2 saisons difficiles. Nos joueurs majeurs se blessent. Notre trio, qui, vous l'avez dit, a connu un succès historique dans l'histoire de la NBA, s'est beaucoup blessé. Nous entamons cette saison avec certains doutes. Je tiens à rappeler que beaucoup de sondages ne nous amenaient même pas ici. Et nous voilà. Nous voilà avec cette position de 3e, avec une saison, certes, semée d'embûches, mais qui nous voit, à l'heure des playoffs, arriver avec de certitudes. Alors oui, tout n'a pas été parfait. Je sais que mes adversaires ont très vite parlé de certains de mes joueurs, un en particulier qui a glané le statut de All-Star. Est-ce que c'est mérité? Je les laisserai juger. Pour ce qui est de notre collectif, je le trouve fort. Je trouve que dans un moment où les jeunes ne savent pas où voter, où les personnes les plus âgées restent dans leur certitude, nous sommes les seuls qui arrivons à allier l'expérience et la fougue de la jeunesse. Donc par rapport à cette campagne, si je dois vous répondre en quelques mots, elle n'a fait que me renforcer dans ma conviction que nous avons l'équipe la plus solide et celle qui allie tous les paramètres pour glaner un nouveau titre. Je tiens bien à préciser un nouveau titre parce que notre franchise, contrairement à beaucoup ici présentes toutes, a su gagner dans les années précédentes. Une introduction rondement menée, rondement préparée, semble-t-il. Ilias, est-ce que vous avez une question pour le candidat des Warriors? Écoutez, j'aurais quand même une question parce que un petit peu à l'image du représentant de Salt Lake City, on est quand même face à quelque chose de très optimiste. Mais j'aurais une question pour vous, Ben. Est-ce que vous arrivez dans l'état actuel, on va dire au démarrage de cette campagne de play-off, est-ce que vous arriveriez à me mentionner actuellement quel est le 3e meilleur joueur de votre effectif? Actuellement, alors à l'instant T, en comptant les états de forme, etc. Parce que tout à fait. Je tiens à préciser souvent que, et on l'a appris du côté des Warriors, où on a une culture des longues séries et des longues campagnes de playoffs, ce qui est encore une fois pas le cas de tous les candidats auxquels je parle aujourd'hui, que nous avons, à l'heure actuelle, si je devais vous donner une réponse rapidement, ce qui je pense n'est pas le plus intéressant,
À l'instant T, je vous dirais Jordan Poole. Et pourquoi je réponds Jordan Poole? Tout simplement parce que pour moi, c'est la preuve de ce mix entre jeunesse et expérience. Parce que Jordan Poole, c'est un joueur que nous avons su faire progresser dans notre effectif et qui a su cette saison pallier à l'absence de Klay Thompson, qui est revenu d'une manière assez surprenante pour beaucoup de mes adversaires, pas pour moi. Donc je vous répondrai Jordan Poole. Et vis-à-vis de ça, si vous me permettez il vient de l'inventer, hein, ça fait 5 minutes qu'il tourne autour du pot pour le trouver. Et par rapport à ça, je ne vous interromps pas, vous ne m'interrompez pas, merci. Par rapport à ça, je tiens juste à répondre que dans 2 semaines, je pense que la réponse pourrait se tourner du côté de Klay Thompson. Très bien. Alors, j'aimerais quand même faire, parce que ça suscite pas mal de réactions. En tout cas, j'ai vu d'ailleurs le candidat du Tennessee dodeliner du chef. Monsieur Feller, qu'est-ce qui vous a dérangé dans l'intervention? Quelques propos calomnieux sur des attaques que j'aurais potentiellement portées. Je ne vois pas de quoi Monsieur Aguet veut parler. Bon, je ne me sens pas du tout concerné. J'ai trouvé que, comme pour le titre, j'ai trouvé que sa présentation était très claire et j'attends pour pouvoir poser d'autres questions. Très bien. Eh bien, nous y reviendrons. On va tout d'abord laisser la place au 4e et dernier candidat de cette seconde partie consacrée à l'Ouest. Donc le dernier même de cette émission. D'ailleurs, nous accueillons les Phoenix Suns, représentés par Alan. Les Phoenix Suns, vice-champions en titre, mine de rien, finalistes l'année dernière, qui arrivent aujourd'hui devant vous en favori, on peut le dire. Première équipe à l'Ouest, première équipe de la NBA, pour être précis, comme nous le signalait Tom à juste titre avec Memphis qui était 2e. Donc premier à la suite de cette saison régulière. Alan, nous n'allons pas y aller par 4 chemins. Cette campagne vous a-t-elle conforté dans vos ambitions? Vous sentez-vous cette fois-ci favori pour ce titre NBA? Bonsoir à tous. Très honnêtement, oui. Honnêtement, le parti se présente devant le peuple avec un seul but. Vraiment un seul but, c'est gagner. Il n'y aura pas d'autres possibilités pour les Phoenix Suns à l'issue de cette campagne de playoff. Une saison régulière historique pour l'histoire de la franchise. Une saison régulière qui n'a pas été si simple qu'on ne le pense. Des blessures, comme celle de Chris Paul, notre leader, qui n'a pas vraiment enrayé la dynamique de l'équipe, parce que la dynamique de l'équipe est menée par un des tout meilleurs coachs NBA, l'un des meilleurs staffs de la NBA, qui vraiment s'est décelé malgré des pertes chaque année. Nous avons perdu Willie Green l'été dernier, qui a été rejoindre le candidat de la Louisiane, que nous affrontons d'ailleurs lors du premier tour, et malgré cette perte d'un coach qui, pour moi, a vraiment fait un travail exceptionnel du côté de la Louisiane, le staff est resté de grande qualité. Monsieur Feller exprimait tout à l'heure sur le côté du Tennessee la capacité à avoir un favori au titre MVP, un favori au titre un favori au titre Perlimpinpin. Nous avons, nous, un favori au titre de MVP, Devin Booker, un joueur dans les 3 finalistes du titre de défenseur de l'année, Michael Bridges. DeAndre Ayton aurait aussi pu être, si jamais une meilleure publicité avait été faite à nos concitoyens d'outre-mer, qu'il faut, je rappelle, toujours prendre en compte lors des élections. Cam Johnson aurait pu aussi être dans le 6e homme de l'année. Pourquoi pas? Il est dans les 3 finalistes, en effet. Mais il ne le gagnera pas, parce que la prime est toujours donnée au scoring. Voilà. Et donc, nous savons qui gagnera. Donc, nous avons une équipe complète. Nous avons réussi à être toujours la meilleure équipe de la ligue avec ou sans notre meilleur joueur. Nous sommes meilleurs que l'année dernière. Nous avons une candidature qui, je pense, est complète, crédible, un programme sérieux, pas vraiment de points faibles. Nous avons des points faibles l'an dernier, ils ont été adressés. J'avais le Magui sur le poste de backup meneur notamment, Cam Johnson qui progresse. Backup pivot, excusez-moi, je perds mes mots, laissez l'émotion. Le poste de backup pivot, Cam Johnson qui progresse et qui vient un petit peu pallier à la vieillesse de Jay Crowder. Je pense, voilà, que tout est réuni pour vraiment mener cette campagne au bout et l'emporter. Alors, Monsieur Guillaume, moi, en tout cas, j'apprécie votre optimisme et votre confiance, mais même si on sait en bon politicien qu'aucune campagne n'est gagnée d'avance, j'aurais quand même une question à vous poser, et je sais que ça ne se fait pas de dévoiler ces talons d'Achille. Mais quelle serait votre plus grande crainte et où est-ce que vous pensez avoir une déficience qui pourrait ne pas, on va dire, atteindre vos ambitions? Nous n'avons aucune crainte.
Nous avons confiance en notre coaching staff et notre cercle de personnels médicaux pour gérer tous nos joueurs. Nous l'avons fait pendant la saison. Nous n'avons pas peur des autres équipes, car nous avons prouvé durant la saison régulière que à 100% à armes égales, nous pouvions rivaliser avec. Nous avons l'expérience de l'an dernier. Nous avons confiance en nous. Nous respectons tous les adversaires, mais nous voyons simplement au-dessus avec une candidature plus sérieuse. Donc, il faut se faire confiance en politique. Et je pense que c'est par là qu'on nous pouvons accomplir de grandes choses. Avant de vous laisser échanger tous ensemble, dernière question pour vous, Alan, avec un fait que vous avez évoqué, que Ben a évoqué en parlant des Warriors, cette expérience. Vous dites que le vécu de l'année dernière vous a apporté l'expérience nécessaire. N'est-ce pas tout de même une crainte? Pensez-vous que ce sera suffisant, arrivé au moment coup près, peut-être à ces séries, où malgré effectivement la présence d'un Devin Booker, vous pourriez vous retrouver face à meilleur joueur, à ne pas avoir le meilleur joueur de la série? Pensez-vous que cette expérience sera suffisante pour ne pas réitérer ce qui vous a fait défaut l'année dernière, au-delà effectivement des manques de l'effectif et qui ont été relativement comblés avec cette arrivée de Javal Magui en backup pivot? C'est une question intéressante, mais elle est pour moi un petit peu dénuée de sens. Nous n'avions pas le meilleur joueur de la finale de conférence l'an dernier. C'était Paul George, le joueur du représentant des voiliers de Californie, qui était le meilleur joueur de cette série. Et pourtant, nous avions réussi à l'emporter. Je pense que cet argument du meilleur joueur, comme le candidat, très bon candidat d'ailleurs, les candidats bostoniens lors de la première partie de l'émission l'avaient défendu, il faut aussi regarder en termes de profondeur des meilleurs joueurs de l'effectif. Et avec Chris Paul, avec Devin Booker, avec DeAndre Ayton, avec Mikal Bridges, on a vraiment 4 joueurs qui, si je me mets face aux Grizzlies de M. Feller, aux Warriors de M. Ringuet, au Jazz, même si bon, soyons sérieux. Un peu de respect pour les petits candidats, monsieur. Je vous trouve très désobligeant. C'est vrai. Nous avons plus de profondeur qu'eux, et je pense que ça fera la différence. Je pense que c'est une chose qu'on ne parle pas assez en politique. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, nous allons passer à ce moment d'échange tant attendu. Justement, Tom, vous aviez des questions tout à l'heure. Vous exprimiez l'envie d'échanger avec les autres candidats. Je vous en prie. Quel est le sujet que vous souhaiteriez aborder? Une petite question pour Monsieur Guillou. Je vous écoute. Vous targuez d'avoir un effectif très complet et beaucoup de profondeur, mais nous savons comment ça fonctionne. C'est-à-dire que vous avez un joueur majeur qui va distribuer pour tout le monde, qui va jouer la partition pour l'équipe, et un soliste qui va de temps en temps vous régaler avec des solos, notamment dans le clutch. La question que j'ai pour vous, c'est que se passe-t-il quand votre maestro n'aura pas l'avantage face à son adversaire direct? On l'a rarement vu dans une situation où il n'a pas l'avantage face à son adversaire direct. Que se passe-t-il si monsieur doit affronter Ja Morant ou Steph Curry en poste directement sur son poste? Je remarque que les amitiés d'aujourd'hui sont les rivalités d'hier. Il y a 15 minutes, on a bien vu le candidat Grizzlies et le candidat Warriors s'échauffer un peu, tandis que l'argument qu'il emploie est celui-ci. J'écoute, j'entends bien. Tout simplement parce que les deux sont meilleurs que votre maestro. Oui. Nous ne parlons pas du Jazz. C'est vrai. Je sens beaucoup de mépris pour ma candidature. Je tiens à noter que les candidats Suns et Grizzlies ne tiennent absolument pas compte du candidat Jazz. Je trouve ça tout cela bien déplorable de leur part. On a l'impression. Vous l'ignorez, c'est encore pire, monsieur. On a l'impression. Alors, ne mettez pas dans ma bouche des mots que je n'ai pas prononcés. Merci, monsieur. Et deuxième chose, je tiens à noter que je n'ai pas eu l'occasion de poser une question. C'est vous qui l'avez posée sans surprise directement au candidat Suns dans un affrontement de second tour que vous vous inventez un petit peu sans tenir compte des autres candidats. Je laisserai poser votre question. Suns Ce sont aussi des mots que vous mettez dans ma bouche, monsieur Ringuet. La première question était posée par Tom pour Alan. Nous vous laissons terminer, puis ensuite nous enchaînerons. Tout le monde aura l'occasion exactement de s'exprimer. Allez-y. Les Duncabiens veulent savoir, et les Duncabiens aussi. C'est une question que nous sommes évidemment posée, monsieur Feller.
la réalité de la NBA dans les joutes de playoffs se fait dans l'affrontement de meilleurs joueurs contre meilleurs joueurs, souvent sur poste bien défini, sur rôle bien défini. Mais je pense, très sincèrement, que ce joueur que vous appelez Maestro, que vous aimez fortement, d'ailleurs, nous en avons parlé assez suffisamment en dehors des caméras, a une capacité à être un joueur de 16 matchs plus de 82. Et donc, ce joueur-là, qui peut-être, oui, si on regarde les statistiques brutes, sont souvent employées par des membres de ce podcast et assez injustement d'ailleurs, elles seront vraiment... Elles sous-évaluent complètement l'impact que pourrait avoir notre Maestro sur 16 matchs de playoff. C'est pour ça que nous avons pris le temps de le laisser au repos. Nous n'avons pas pris de risque avec son souci de santé. Nous avons eu confiance dans notre infrastructure. Et même si, comme vous l'avez dit, des joueurs comme Ja Morant, des joueurs comme Steph Curry sont ultra dominants, sont parmi les meilleurs gardes de toute la NBA, ne sous-estimez pas, monsieur Chris Paul, en mission pour la bague, dans un effectif extrêmement bien huilé, qu'il connaît et dont il est à la baguette. La réponse est claire. Nous allons donc, Ben, comme vous le disiez, mettre fin à un échange à deux. Ça y est, c'est à vous. Je vous offre la parole. Vous pouvez proposer un sujet de discussion, poser une question à un de vos concurrents ou simplement revenir sur un sujet que vous souhaitez aborder. Je vous en prie. Je souhaite poser une question générale pour ne pas faire de tri entre les candidats. Et je souhaite poser une question générale qui va s'adresser à tous les membres de ce plateau par rapport à des choses qui ont été dites précédemment. Je vais me référer à la première partie de ce grand débat avec un candidat des Bucks, si je me trompe pas, qui a parlé de titres gagnés dans la grande majorité des cas par des joueurs qui ont déjà un MVP. Et je m'amuse d'entendre mes adversaires parler de favoris au titre de MVP à chaque fois et ne pas être dans le concret. Le concret, c'est que Stephen Curry a été MVP. Le concret, c'est que Draymond Green a été défenseur de l'année. Le concret, c'est que Stephen Curry a été MVP des finales. Par rapport à ça, vous n'avez pas d'argument. Je tiens donc tout simplement. Bon, vous êtes sûr ? Je vois que Monsieur des Warriors est très mal renseigné. Excusez-moi. Attendez, je voulais dire son tour. André Iguodala a été MVP des finales, qui est toujours dans notre effectif et qui a l'expérience. Ça sera coupé au montage, vous inquiétez pas. Je tiens à dire également, pour compléter, que Larry Bird a été MVP des finales et MVP, et pourtant je le ferai pas jouer. Alors, je ne vois donc pas la réciprocité des bons procédés entre vous et moi, chers candidats de Utah. En tout cas, une chose est sûre, je tiens tout simplement à leur demander, est-ce qu'ils pensent, chacun, je commencerai malgré cette petite pique par le candidat d'Utah, est-ce qu'ils pensent être en capacité d'avoir le meilleur joueur sur le terrain à un moment donné contre mon équipe? Et si oui, comment peuvent-ils expliquer cela au vu de l'expérience si chère à Monsieur Ilias ici présent et de, tout simplement, le prestige de cette franchise dans ces dernières années qui se répercute sur le terrain actuellement. Monsieur Madiane, vous pouvez commencer. Tout à fait. Sachez que nous avons vu l'an dernier des faiblesses parmi nos amis de la franchise d'Oakland, notamment dans l'affrontement avec la franchise représentée par Monsieur Fella. La question ne porte pas sur mon effectif, mais le vôtre. Non, mais justement, c'est que vous avancez très sûr que vous pourriez avoir le meilleur joueur de la série, mais pourtant, les faiblesses affichées par ce joueur-là au moment où l'ensemble de la franchise représentée par Monsieur Feller avait décidé d'établir sa stratégie autour de lui, cette faiblesse crevait aux yeux. Et du coup, ce joueur-là, aussi bon qu'il était, n'arrivait pas à s'exprimer. Pour ma part, j'ai un joueur soliste qui a accumulé des énormes cartons en play-off, des cartons que beaucoup de joueurs rêveraient d'atteindre. Oui, je suis capable d'avoir par moment le meilleur joueur de la série parce que ce joueur qui est Donovan Mitchell a été capable de coups d'éclat de manière répétée depuis sa saison rookie à chaque campagne. À chaque campagne, on doute de lui. À chaque campagne, on le calomnie. Cette année, c'était encore les affaires avec Rudy Gobert. Les deux joueurs s'entendent très bien, évidemment. Et donc, je pense que M. Mitchell fera une très belle campagne de play-off, encore une fois, comme à chaque occasion. On a bien compris vos convictions, Mania. On a bien entendu ce discours convaincu. Les deux autres candidats ont aussi été cités, donc je vous en prie, Alan, Tom, qui souhaite répondre à la question posée par Ben. Comme vous voulez. Si M. Feller veut prendre la main, je lui laisse volontiers. Allez-y, Alan, vous avez pris la parole, allez-y. Très bien. Eh bien,
Oui, c'est un vrai argument. C'est un vrai argument engagé par Monsieur Ringuet, je ne suis pas surpris. Nous méditons face à face depuis des années. Nous connaissons certains de nos vieux exemples. Je dirais simplement que si Steph Curry n'est peut-être pas le meilleur joueur sur le terrain, ou s'il l'est, la question ne m'intéresse pas réellement, parce que sur l'argumentaire des Warriors, je me référerais à un certain de vos confrères qui sortait un épisode il y a quelques jours où il pointait l'offensive rating des Warriors sans Stephen Curry sur la fin d'année. Le 25e de la NBA. C'était sans Steph Curry, on est à la 25e position. Je ne suis pas persuadé que Steph Curry, à l'âge où il est, ou Steph Curry, à un moment de la carrière où il est, avec les pépins physiques, il peut se blesser, il l'a déjà fait, est prêt à avoir sur toutes ses épaules, la création et le scoring des Warriors. Oui, Jordan Poole est capable de très gros éclats. Je pense cependant que la candidature qui est la mienne, celle des Phoenix Suns, c'est beaucoup plus de réponses à des questions offensives. C'est pas simplement Steph Curry est le meilleur joueur sur le terrain. Peut-être, il le sera. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que la profondeur, Donc vous contredisez. La profondeur des Suns sera à même à passer l'étape potentielle face aux Warriors. Car même si les Warriors ont le meilleur joueur sur le terrain, nous aurons le deuxième, troisième, cinquième meilleur joueur sur le terrain. Et donc, ça fera nous une candidature bien plus crédible. Tom, vous êtes la dernière personne que nous n'avons pas entendue sur ce sujet. Je tiens à souligner quand même l'habileté avec laquelle la question a été posée, puisqu'elle peut induire une certaine réponse et elle peut nous induire à nous-mêmes se fourvoyer en erreur. Donc, je salue la façon dont la question a été formulée. Toutefois, ce que j'aimerais retenir, c'est que d'un point de vue match-up, les Warriors sont une équipe qui réussit très bien aux Grizzlies ces dernières années. On l'a vu la saison dernière, en saison régulière, on l'a vu aussi lors du play-in. Cette saison, on l'a aussi remarqué, même si les affrontements de cette saison ont été un peu biaisés, notamment par l'absence de cadre du côté de nos camarades d'Oakland. Toutefois, ce que j'aimerais souligner, c'est que Memphis a une stratégie de pilonnage et de jeu de possession, et c'est la meilleure équipe de la ligue en termes de rebond, en termes d'interception et en termes de contre. Quelque chose qui est important à savoir, les Warriors sont l'une des équipes cette saison qui perd le plus de ballons. Donc c'est quelque chose qui nous réussit toujours et qui nous permet de générer, de donner de l'essence à notre jeu de transition. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas peur de l'expérience des Warriors, et même si nous n'avons pas arrivé sur la série, nous n'avons pas le meilleur joueur par rapport à tout ce que peut générer Steph Curry, le fait que lui doive travailler et le fait que nos adversaires Warriors seront certainement dans l'optique de jouer avec Kevon Looney plus Draymond Green pour pouvoir défendre les pénétrations de Ja Morant, et seront peut-être obligés de mettre sur les lignes arrière Klay Thompson, Jordan Poole et aussi Steph Curry. Je pense que ça nous donne un avantage, tout simplement parce que nous aurons sur cette bataille un effectif beaucoup plus équilibré. Et la capacité, notamment, à Ja Morant de ne pas être stoppé par quiconque. Je vous entends chacun développer éventuellement, suite à cette question de Ben, bien sûr, mais développer éventuellement un affrontement direct. Mais il y a tout un tableau dans les playoffs. Et effectivement, Ben, vous l'aviez aussi évoqué, il y a d'autres équipes qui, malheureusement, d'autres candidats qui ne sont pas présents avec nous et qui ne sont pas forcément à mettre de côté. Donc, à l'instar de vos camarades de la conférence Est, je vais aussi vous relancer à ce niveau-là. Vous semblez chacun sûr de vos forces. Et j'ai pointé le travail exceptionnel de Willie Green. Je n'ai vraiment été aucunement dans l'invective sur les autres équipes. Je tiens juste à le signaler. Non, sans parler d'invective, disons qu'on les a moins mentionnés. Vous l'avez fait effectivement, Alan, il faut le saluer, et que vous êtes en position de grand favori dans votre affrontement direct, il faut dire la chose, mais c'est peut-être moins évident pour d'autres ici, sans citer non, mais nous avons quand même des équipes assez compétitives, et justement, Tom, je vais me tourner vers vous, vous en doutez forcément, puisque vous êtes au début de votre série, vous avez été surpris par les candidats du Minnesota. Pensez-vous pouvoir vraiment vous sortir facilement finalement de cette série, que c'était qu'une contre-performance d'une entrée en play-off?
Je pense qu'on a les capacités de s'en sortir sur cette série. Je ne pense pas qu'on s'en sortira facilement comme vous l'avez annoncé, puisqu'il faut quand même respecter nos adversaires Wolves qui ont sorti un excellent premier match et qui ont été très adroits. Je pense nous avons les capacités de se sortir entre guillemets du piège Minnesota, et que ce sera peut-être la série qui là où on se retrouvera dos au mur nous permettra de voir qui on est vraiment et de se sortir les tripes pour avoir le capital confiance nécessaire pour passer les tours qui suivront. Moi, j'aurais juste une petite question pour notre candidat de Memphis. On a pu s'apercevoir d'une chose qui finalement avait été plus ou moins corrigée pendant l'année, mais qui faisait partie quand même de ses défauts par le passé. On a vu que rapidement, Jaren Jackson Jr. avait été mis en déficit sur le plan des fautes. Est-ce que vous craignez pas que, on va dire, son match-up direct contre Karl Anthony Towns, qui a été un petit peu moins dans le shoot ces dernières semaines et qui a tendance à être un petit peu plus agressif vers le cercle, peut justement être une source de problème pour vous? Oui, s'il a des problèmes de faute, c'est sûr. On le voit tout simplement puisque Steven Adams dans cette série a commencé en étant un joueur négatif. Mais attention, sur les fautes qu'a commises, sur les problèmes de faute, on peut s'apercevoir qu'il y avait au moins 2 fautes offensives. Et des fautes offensives parce que le shoot ne rentrait pas. Si le shoot rentre, il y a plus de nécessité à forcer les drives et du coup, moins de fautes offensives et moins de fautes prises. Très bien, on vous a entendu. Je vais me tourner pour une nouvelle question du côté de nos amis de l'Utah, Manian, sur le même registre. Vous l'avez dit, vous affrontez une équipe diminuée actuellement, les Mavericks amputés de leur joueur majeur, Luka Doncic, qui était le principal artisan, justement, qui vous avait fait défaut face à cette même équipe, qui est le principal artisan de l'attaque des Mavericks. Alors, on ne sait pas si on pourra le retrouver rapidement dans cette série, mais êtes-vous confiant par rapport à ce candidat qui n'est pas présent aujourd'hui? A priori, il ne rejoue pas du coup cette prochaine rencontre et du coup, cela va nous permettre de creuser un premier avantage significatif, je l'espère, dans cette série, ce qui nous permettrait derrière de la conclure de manière très aisée, très rapidement, et ce qui pourrait nous donner un avantage certain pour la suite, même si je ne doute pas que le candidat des Suns risque de conclure sa série de manière très rapide, et c'est un des points d'inquiétude que j'ai. En tout cas, je compte bien faire en sorte qu'on en profite très vite, et c'est peut-être l'un des éléments les plus importants à faire valoir à notre dossier, où même si nous n'abordons pas cette campagne en étant extrêmement favoris, les choses nous sont facilitées d'entrée de jeu. Ah, très bien, mais du coup, dans le même esprit, je me retournais vers vous, Ben, les Warriors, qui avaient bien démarré votre série face aux Nuggets, qui ont un effectif aussi qui se défend, également amputé, mais ils ont tout de même notamment l'un des candidats au titre de MVP de cette saison, Nikola Jokic. Pensez-vous, vous aussi, pouvoir vous démener face à ce petit candidat que vous avez évoqué, que vous avez salué d'ailleurs en début d'émission? Les Rockets, excusez-moi, la fatigue. Les Nuggets ont tout d'un mastodonte qui ne dit pas son nom. Non, par rapport à cette candidature des Nuggets, elle est, je dois le dire, c'est pour moi le meilleur affrontement qu'on pouvait avoir au premier tour parce que on nous met face à nos difficultés. Nikola Jokic est un joueur absolument exceptionnel dont le skill set, pour ne pas utiliser d'anglicisme, la palette peut nous mettre en difficulté. Donc, je dois le dire à tous les autres candidats ici présents, non, mon équipe peut être mise en difficulté par celle des Nuggets, notamment parce que l'on sait que on a pu avoir, malgré le talent de Draymond Green, qui lui aussi, contrairement au factice, a été déjà défenseur de l'année, Draymond Green peut être en difficulté face à ce genre de profil. Donc non, je ne pense pas qu'on l'aborde avec je ne pense pas qu'on l'aborde en étant certain que nous allons passer, mais c'est un premier tour assez compliqué. Je pense surtout, et ça, notre expérience en play-off nous permet de le dire, que c'est un premier tour où on doit mettre en avant notre impact défensif et surtout, pour un effectif qui a eu du mal cette année à se retrouver, eh bien tout simplement réussir à jouer ensemble. Donc c'est un premier tour que nous ne prenons pas, bien évidemment, pour quelque chose d'acquis, mais que nous pensons pouvoir passer. Contrairement à mes adversaires, je ne dirais pas rapidement, mais espérons avant de nager dans les eaux troubles du 7e match.
Et avant de vous laisser une nouvelle fois carte blanche à chacun pour conclure cette émission, Alan, vous êtes le dernier qu'on n'a pas entendu sur ce sujet. Bon, vous effectivement, vous les aviez évoqués, vous avez salué le travail du côté de la Nouvelle-Orléans, mais a priori, par rapport à ce qu'on vient d'entendre des principaux autres candidats, votre premier tour semble plus, comment dire, je ne dirais pas facile, je ne souhaiterais pas être désobligeant, mais ça devrait se passer avec moins de risques, disons. Je ne suis pas du tout d'accord. Nous sommes face à une équipe qui connaît une dynamique incroyable depuis quelques mois. Une équipe qui a vraiment de nouveaux joueurs en son sein. Une équipe qui a gagné 2 matchs à couteau tiré, 2 matchs sous pression. Une équipe qui arrive en pleine bourre. Ce ne sera pas si simple. Elle est extrêmement bien coachée. Nous connaissons bien les membres du staff adverse que nous respectons. Donc non, nous sommes très confiants dans nos capacités. Nous pensons gagner, mais pas de victoire facile ni de déclaration trop présomptueuse. Ça pourrait être réutilisé par médias interposés. La langue de bois du Party Suns vient peut-être mettre en image les rumeurs qui couraient sur le fait que les Pelicans pouvaient être une succursale des Phoenix Suns, et j'ai l'impression que ça a l'air d'être le cas. Je ne commenterai pas. Nous avons des discussions sur l'intersaison pour récupérer des joueurs des Pélicans et je ne dirai pas plus. Très bien, cela restera un sujet pour plus tard. Effectivement, restons dans cette campagne. Effectivement, comme je le disais, on va vous laisser, à l'instar de vos camarades de la conférence Est, carte blanche pendant une petite minute, pour défendre une nouvelle fois votre candidature devant les Dunkebiens, les Dunkebiennes. On va reprendre dans l'ordre des présentations du jour. Donc écoutez, Tom, je me tourne vers vous. Allez-y, carte blanche, défendez-nous votre candidature pour cette année. Donc, Dunkebiens, les Memphis Grizzlies, c'est le futur, c'est l'avenir, mais c'est aussi le présent, comme en témoignent nos résultats de cette saison. Nous avons fait des choses exceptionnelles cette saison et nous arrivons à la croisée des chemins pour remporter cette conférence Ouest et accéder à la finale NBA pour avoir une chance de gagner le titre. Nous ne sommes pas favoris des bookmakers. Nous ne sommes pas favoris par rapport aux équipes qui sont dans la conférence, mais nous sommes les favoris du cœur. Nous avons un joueur qui est l'un des plus électrisants de la NBA, qui est potentiellement le joueur qui a le plus changé de statut dans la ligue cette saison. Donc, ne soyez pas trop tard dans le train, montez à bord tout de suite dès qu'il est encore temps. Nous avons bien entendu. Place maintenant à la carte blanche pour Madiane et le Utah Jazz. Madiane, on vous écoute. Dunkebiens, nous allons faire face à un grand défi. Il est le défi de ces playoffs. Nous n'abordons pas ces playoffs en tant que favoris ou en tant que candidat sérieux. On a pu noter le mépris de certains autres candidats et je le comprends. Mais je vais vous parler de ma théorie. Ma théorie est celle du trou de souris. Nous sommes dans la continuité. Nous sommes finalement, nous présentons des bases solides. Et finalement, je pense que dans une condition où tout se passe comme prévu, nous n'emporterons pas le trophée. Mais la théorie du trou de souris, très chère à certains politiques, veut que dans le cas où des personnes chutent, typiquement ce qui est en train d'arriver au premier tour, nous soyons là pour amasser la mise. Et nous serons là pour amasser la mise cette année. Et donc, je ne vous annonce pas des playoffs flamboyants, des playoffs radieux. Je ne vous annonce pas que nous allons mettre 4-0 à tout le monde. Mais dans le cas où certains se prendraient les pieds dans le tapis, nous serons là, tapis dans l'ombre, pour ramasser ce titre. On vous a bien entendu. Merci beaucoup, Madiane. Donc, troisième avant-dernière personne à s'exprimer devant vous, c'est Ben. Ben, je vous en prie, vous avez carte blanche. D'abord, avant d'expliquer pourquoi ma candidature est selon moi la meilleure, je tiens à vous dire quelque chose. Je trouve ça toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, Monsieur Feller, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur qui bat à sa cadence, qui est la mienne. Ensuite, nous serons champions NBA pour plusieurs raisons. La première, car nous serons champions NBA parce que Stephen Curry, malgré les grandes envolées lyriques de mes adversaires, reste le meilleur joueur de toutes les séries dans lesquelles il prendra part face à mes adversaires ici présents.
nous serons champions NBA car dans l'impact défensif, et nous l'avons prouvé au début de cette saison, nous sommes une équipe qui a toujours de beaux restes et qui peut être dominante. Nous serons champions NBA car l'expérience, quand bien même certains de mes adversaires ont essayé de la gommer, est nécessaire pour gagner en play-off. Et le manque de justesse d'un de mes adversaires ici présents sur le premier match de ces play-offs l'a bien prouvé. Nous serons tout simplement champions NBA car dans des eaux troubles, dans des temps où il est parfois assez difficile et il est trop facile de voir dans les sondages un gagnant tout désigné, eh bien, souvenez-vous, la dernière fois que vous avez pensé à un gagnant tout désigné, c'était l'année dernière et c'est finalement l'équipe du meilleur joueur de la ligue qui a gagné. Je pense que sur une campagne de play-off, Stephen Curry peut être encore le meilleur joueur de cette conférence Ouest. Et ensuite, sur 7 matchs dans une finale NBA, nous avons, je le pense, l'expérience et l'impact pour la gagner. Merci beaucoup Ben, la parole pour conclure et donc au vice-champion en titre, à Alan pour les Phoenix Suns. Alan, on vous écoute. C'est pas vraiment le président des Phoenix Suns qui va vous parler, son représentant, ce sont les chiffres. Les chiffres vont parler durant cette minute. Parce que quand on s'intéresse aux chiffres des Phoenix Suns, premier net rating de la NBA, top 5 rating défensif, top 5 rating offensif, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus là-dessus. Faisons confiance aux chiffres, faisons confiance à ce que nous avons vu durant cette campagne, faisons confiance à ce que nous avons vu depuis des mois se matérialiser. Apprenons de nos erreurs de la campagne précédente, adressons-les durant la période entre campagnes, et vous aurez ce résultat. Une équipe qui se présente confiante, une équipe qui respecte ses adversaires, une équipe qui est aussi qui arrive à maturité, qui est très sereine. Et je le vois tous les jours en parlant avec des membres de cette équipe. Je les côtoie. Je suis sur le terrain, je suis pas vraiment dans les bureaux, je suis pas à l'assemblée tout le temps, je suis au contact des joueurs, au contact des troupes. Et croyez-moi, on va le faire. Bien, très bien, merci pour cette belle formule qui conclut notre émission pour les deux conférences de la NBA, conférence Ouest, conférence Est. On se retrouvera peut-être avec plaisir pour parler du grand finaliste peut-être de la NBA. Merci Alias, ça a été agréable pour vous? Ça a été très positif. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié l'échange entre les différents candidats. D'ailleurs, le candidat Suns arrive très largement en tête de notre dernier sondage Tweetsos. Donc, autant vous dire que ces arguments ont fait mouche. Lui qui parlait de chiffres, combien a-t-il payé pour ce sondage? Les accusations, attention, monsieur peut vous poursuivre en justice. Attention, monsieur Feller. Eh bien, merci les gars. On peut un peu sortir des rôles pour arriver au bout de ce format qui était assez particulier. On n'a pas d'oseille pour poursuivre les gens en justice, on paye pas. Occupez-vous de votre propriétaire. Il y aura des points non abordés ou abordés en off, effectivement. Est-ce que ça t'a plu aussi, Ben, l'autre versant du... L'autre versant est plus difficile. Je retire la cravate comme tout bon homme politique. L'autre versant est plus compliqué. Et comment dire, il y a toujours, ça c'est par rapport à la logistique, mais il y a moins la capacité d'interpeller est moins impactante, sachant qu'on n'est pas les uns à côté des autres en fait. Oui, c'est ça. Faut aussi qu'on se laisse parler un peu les uns aux autres. On est dans une conférence en ligne, effectivement. Mais en tout cas, on espère que ça vous aura plu. Merci à ceux et celles qui sont arrivés au bout du podcast. On a essayé un format d'actualité en France, un nouveau format pour les previews NBA qui a un peu changé, où on a pu un peu ceux qui sont sur YouTube, vous l'avez vu, on a pu se marrer. Ben, oui, tu veux ajouter quelque chose? Il faut dire, Adrien, que du coup, on va faire voter les gens. Et si vous l'avez vraiment apprécié, on peut faire un deuxième tour. Hein, si vous l'avez apprécié. Oui, c'est pour ça que je l'évoquais en diagonale. Effectivement, on va vous mettre sur Twitter, vu on a décidé de manière un peu arbitraire, mais aussi parce que ça nous arrangeait d'avoir 4 candidats de chaque conférence. Alors, on vous mettra les sondages. Alors, n'hésitez pas à voter pour celui qui vous a le plus convaincu, pas forcément pour celui que vous pressentez comme favori. Je pense notamment, par exemple, très facilement aux Suns qui pourraient l'être dans un sondage classique. Votez pour le candidat qui vous a le plus plu parmi ces deux parties d'émission de ces previews. Et puis, si ça vous a plu, effectivement, on essaiera de faire la même chose en débat de second tour en face à face. Faudra voir comment on pourra agencer tout ça, mais ce sera avec plaisir. Mais donc, une nouvelle fois, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, parce que c'était quand même, j'imagine que c'était un peu long s'il y en a qui l'ont fait d'une traite. Et puis, écoutez, on va continuer de parler NBA de toute façon, de ces playoffs qui démarrent. On va reparler tout du long avec peut-être des formats spéciaux également.
Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, comme on le disait, pour le sondage, mais pas seulement. Et puis sur les plateformes de podcast, sur Acast maintenant, bien sûr, et puis sur YouTube pour nous voir se marrer à chaque fois qu'il y a des formules utilisées, bien choisies par chacun des membres. En tout cas, c'était cool. Merci beaucoup, les gars. C'était très sympa. Et bravo à Adrien pour la présentation. Et pour l'idée aussi. Pour l'idée, faut saluer l'idée d'Adrien. L'instigateur, c'est notre cher Adrien, effectivement. On verra si ça a plu. Je l'assumerai ou pas. Mais en tout cas, merci les gars. Et puis, on se donne vite rendez-vous pour un nouveau podcast. Salut. Ciao. Salut. Bon playoff.